Qui de vous n'est jamais entré dans une pièce pour s'apercevoir qu'il a complètement oublié ce qu'il venait y faire, ou qui n'a jamais eu cette frustration d'essayer désespérément de se souvenir du nom d'un acteur alors qu'on l'a vu à l'écran il y a 5 minutes? Avouez-le, c'est pénible, n'est-ce pas? C'est à ce moment précis que cette petite voix désagréable murmure « Et si ce n'était pas seulement la fatigue? Et si c'était plus grave ?» Cette angoisse est légitime. On a l'impression que la frontière entre les oublis bénins et les premiers signaux de la maladie d'Alzheimer est terriblement mince. Mais, en réalité, mes amis, la différence est énorme. Aujourd'hui, nous allons éclaircir ce point une bonne fois pour toutes. Je vais vous présenter 5 différences fondamentales et essentielles entre ce que l'on appelle la distraction normale et les symptômes réellement préoccupants liés à Alzheimer. Je vous le garantis, après cette discussion, votre regard sur votre propre mémoire changera. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car la dernière distinction est très souvent confondue avec un simple trait de caractère, alors qu'elle peut être un signal d'alerte crucial. Avant de passer à la comparaison concrète, prenons un instant pour comprendre ce qu'est la mémoire et pourquoi elle nous joue parfois des tours. Imaginez votre cerveau comme une immense bibliothèque. Chaque jour, vous y ajoutez de nouveaux ouvrages, des événements, des noms, des faits. Avec l'âge, le bibliothécaire, c'est-à-dire votre cerveau, devient un peu moins rapide. Il lui arrive de ranger un livre sur la mauvaise étagère et il vous faut plus de temps pour le retrouver. C'est ça l'oubli lié à l'âge, un simple problème de récupération de l'information. La maladie d'Alzheimer, c'est une toute autre affaire. Il ne s'agit plus d'un bibliothécaire lent, c'est un processus qui détruit littéralement les livres eux-mêmes et les rayonnages. Les neurones sont endommagés et meurent. L'information n'est pas simplement perdue temporairement, elle disparaît définitivement. Il est donc essentiel de comprendre ceci. La distraction courante est un défaut de recherche, tandis qu'Alzheimer est une destruction de l'archive. Et nous allons maintenant voir comment cela se manifeste dans votre quotidien. Alors, retenez bien cette première distinction fondamentale. Il y a l'oubli d'un simple détail et l'oubli de tout un événement. Prenons un cas concret pour mieux comprendre. Imaginez que vous ayez récemment discuté au téléphone avec un ami. Si vous souffrez de la simple distraction que l'on qualifie de mémoire normale vieillissante, vous allez peut-être oublier un élément précis de cette conversation. Par exemple, le nom du restaurant qu'il vous a chaudement recommandé vous échappe complètement. Mais ce qui est important, c'est que vous vous souvenez parfaitement du fait même d'avoir parlé, du sujet principal abordé, et même des émotions que vous avez ressenties. Votre cerveau a simplement laissé passer un petit détail, mais le tableau général, lui, reste complet. C'est un peu comme une réplique insignifiante qu'on aurait coupée au montage d'un film. L'intrigue, le scénario, n'en souffrent absolument pas. Vous allez d'ailleurs vous dire « Je sais pertinemment qu'on a parlé de cuisine, mais alors ce nom-là, il m'a échappé. » C'est un processus tout à fait normal qui nous arrive à tous, surtout lorsque nous sommes fatigués ou quand notre esprit est surchargé d'informations. Le cerveau cherche simplement à optimiser le stockage. Il se permet de jeter ce qu'il considère comme secondaire. Alors, comment cette situation est-elle perçue par une personne qui débute un Alzheimer? Cette personne ne va pas juste oublier le nom du restaurant. Elle pourrait carrément oublier qu'elle a eu cette conversation téléphonique. Si vous lui demandez « Tu te souviens, on a parlé à Alexis hier ?» Elle sera sincèrement étonnée et vous affirmera qu'il n'y a eu aucune discussion. Pour elle, cet événement n'a tout simplement pas été enregistré. Il a été comme effacé, et même en insistant ou en lui rappelant, il sera impossible de le retrouver. C'est là que la différence est fondamentale. La maladie touche l'hippocampe, c'est la zone du cerveau qui est responsable de la création et de l'enregistrement de nos nouveaux souvenirs. L'information, si vous voulez, n'a jamais été gravée sur le disque dur de sa mémoire. Pour bien comprendre, imaginez la différence. Avec la simple distraction ou le manque d'attention, vous cherchez un document sur l'ordinateur. Vous ne le trouvez pas immédiatement, mais vous savez qu'il est là, quelque part. Avec Alzheimer, le système n'a même pas essayé de sauvegarder ce document. C'est ça, la distinction essentielle.
Cette incapacité à graver les événements récents change totalement la vie de la personne, car sa réalité quotidienne se construit justement à partir de tous ces moments qui sont désormais effacés. Pénétrons un peu plus dans les détails de ce mécanisme. Lorsqu'un cerveau en bonne santé oublie quelque chose, c'est généralement lié à une difficulté de consolidation, d'enregistrement ou de récupération d'accès. Peut-être étiez-vous distrait au moment de l'information et celle-ci n'a pas eu le temps de bien s'ancrer dans votre mémoire. Ou alors, les chemins neuronaux qui mènent à ce souvenir se sont juste affaiblis momentanément. Mais le souvenir lui-même, la page dans la bibliothèque de votre cerveau, est intacte. Vous avez juste besoin de la bonne clé ou d'un indice pour la retrouver. Par exemple, si un ami vous rappelle « on parlait aussi de cuisine italienne », vous pouvez vous exclamer « ah mais oui, c'est exact, je me souviens ». Chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, ce processus est fondamentalement compromis. Les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires typiques de cette maladie détruisent physiquement les synapses, ce sont les connexions entre les neurones. L'information ne peut même pas être correctement transmise, encore moins être stockée. C'est pour cela que les indices ne fonctionnent pas. C'est comme essayer d'ouvrir un fichier qui a été définitivement supprimé de l'ordinateur. Il n'existe tout simplement plus. Pour bien saisir cette distinction, prenons une analogie très simple. Imaginez que votre mémoire soit un appareil photo. Dans le cas d'un oubli normal, vous avez bien pris la photo, mais elle est juste un peu floue, légèrement hors focus. Vous distinguez les contours généraux, les personnes, l'endroit. Mais un petit détail en arrière-plan reste brouillé. Vous n'arrivez pas à lire ce qui est écrit sur le panneau. C'est agaçant, oui, mais le cliché, lui, existe bel et bien. Avec la maladie d'Alzheimer, vous avez beau appuyer sur le déclencheur, le capuchon de l'objectif était fermé. Il n'y a tout simplement pas de photo. Le vide absolu. Et vous aurez beau essayer de rattraper la netteté, vous ne verrez rien du tout car il n'y avait rien à immortaliser au départ. C'est précisément cette incapacité à former de nouveaux souvenirs solides et durables qui constitue l'un des symptômes les plus précoces et les plus dévastateurs de la maladie. Ce ne sont pas de simples trous de mémoire, ce sont des trous dans l'existence elle-même. Des pans entiers d'une journée ou d'une semaine cessent tout simplement d'exister pour la personne. Passons maintenant à la deuxième différence cruciale. Elle concerne notre orientation dans l'espace. La simple distraction, la petite tête en l'air, peut se manifester comme ceci. Vous entrez dans une pièce et vous vous arrêtez une seconde, complètement perdu sur la raison de votre venue. Ça, absolument tout le monde l'a déjà vécu. Que faites-vous dans ce cas-là? Soit vous retournez dans la pièce d'où vous venez, soit vous reconstituez mentalement le fil de vos actions. Bon, j'étais dans la cuisine, je buvais mon thé et je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher mon livre. Et hop, le but est rappelé. Votre capacité d'orientation et votre logique vous aident à relancer la tâche. Votre GPS intérieur fonctionne parfaitement. Il y a juste eu un petit bug momentané sur l'objectif initial. C'est tout à fait bénin et c'est souvent dû au fait d'être sur plusieurs choses à la fois ou tout simplement à la fatigue. Votre cerveau a simplement décroché, s'est concentré sur autre chose et l'impulsion première a disparu. Mais vous pouvez facilement la retrouver car votre système de navigation, lui, est intact. Avec la maladie d'Alzheimer, les choses sont bien plus sérieuses. On ne parle pas d'un simple oubli, mais de la perte totale de la capacité à se repérer dans l'espace et le temps. La personne peut se perdre dans la rue qu'elle a fréquentée pendant 20 ans. Elle peut sortir pour aller à la boulangerie du coin et ne plus savoir comment rentrer chez elle. Les lieux familiers deviennent soudain étrangers, voire angoissants. Ce n'est pas seulement de la distraction, c'est le cerveau qui refuse de fonctionner, plus précisément les zones qui dessinent notre carte mentale du monde environnant. Cette désorientation se manifeste aussi par rapport au temps. On ne sait plus quel jour de la semaine on est, quel mois ou même quelle année. La personne peut croire qu'on est en 1985 et se préparer à aller travailler, alors qu'elle est à la retraite depuis des années. C'est un état de confusion totale où l'environnement cesse d'être logique et prévisible. Visuellement, imaginez que votre GPS perde soudainement toutes ses cartes. Alors, pourquoi ce phénomène? En fait, la maladie d'Alzheimer commence souvent par s'attaquer aux lobes pariétaux de notre cerveau.
ce sont justement ces zones-là qui gèrent notre perception de l'espace, notre capacité à évaluer les distances, à reconnaître les objets et bien sûr à se repérer. Lorsque ces réseaux neuronaux se dégradent, la personne perd la capacité de déchiffrer le monde qui l'entoure. Elle voit sa maison, mais ne peut plus la relier au plan mental qu'elle a de son propre quartier. Elle regarde le calendrier, mais les chiffres et les noms des mois n'ont plus aucun sens. C'est un déficit cognitif qui va bien au-delà de la simple perte de mémoire. Alors, attention, si une personne âgée se trompe de chemin une seule fois dans une ville inconnue, cela peut être dû au stress. Mais s'il commence à être désorienté dans sa propre cour ou son quartier, c'est un symptôme très sérieux et alarmant qui nécessite immédiatement l'avis de spécialistes. Ce n'est pas juste la distraction des vieux jours, c'est un vrai signe d'atteinte organique du cerveau. Démystifions une idée reçue très répandue, l'idée que les personnes âgées se désorientent facilement. C'est une erreur dangereuse. Certes, avec l'âge, nos réflexes peuvent ralentir et il est normal de mettre plus de temps à mémoriser un nouvel itinéraire. Mais se perdre dans un environnement que l'on connaît par cœur, dans son milieu habituel, ce n'est pas la norme, c'est un signal d'alarme. Prenez l'analogie de la conduite. Un conducteur âgé va peut-être rouler plus doucement, se garer avec plus de prudence. C'est tout à fait acceptable. Par contre, s'il prend le volant et oublie comment rentrer chez lui, ou s'il confond la pédale de frein et celle d'accélérateur, là, ce n'est plus une simple question d'âge, c'est un trouble. C'est exactement la même chose pour se repérer dans l'espace. Oublier le numéro d'un appartement dans un grand immeuble, ça arrive. Mais oublier à quel étage on habite, ou ne plus reconnaître la porte de son propre logement. Ça, c'est une toute autre histoire. Il est crucial de faire la distinction entre une légère baisse de la souplesse cognitive et la dégradation complète des mécanismes de base de l'orientation. Le troisième point, qui sème souvent la confusion, ce sont les difficultés de langage. Quand on a des trous de mémoire normaux, on connaît tous ce fameux phénomène du mot sur le bout de la langue. On essaie de se rappeler le nom d'un acteur, le titre d'un livre ou un terme précis. Vous savez pertinemment que ce mot est là. Vous pouvez le décrire, parfois même dire par quelle lettre il commence, mais le mot lui-même refuse d'apparaître. C'est frustrant, bien sûr, mais finalement, soit il vous revient tout seul après un moment, soit une petite indication suffit à le faire remonter. Votre vocabulaire est parfaitement intact, c'est juste l'accès à cette case spécifique qui est momentanément bloquée. Cela arrive parce que la connexion entre le concept et le mot associé s'est relâchée pour un instant. Votre cerveau cherche le bon fichier, mais ne parvient pas à l'ouvrir immédiatement. Mais le point crucial, c'est que vous savez précisément ce que vous voulez dire. Chez les personnes atteintes d'Alzheimer, les troubles du langage prennent une toute autre dimension. Il ne s'agit pas seulement d'un simple manque du mot, la personne commence à perdre le vocabulaire lui-même, elle peut remplacer les mots par d'autres, incorrects, mais qui y ressemblent par le sens ou par la sonorité. Par exemple, au lieu de dire « montre », elle peut utiliser une périphrase maladroite comme l'objet qui indique l'heure qu'on porte au poignet. Les phrases qu'ils construisent sont très simples, souvent tronquées. Fréquemment, ces personnes s'arrêtent au milieu d'une phrase car elles perdent complètement le fil de la conversation et oublient ce qu'elles voulaient exprimer. Leur discours s'appauvrit, il leur devient difficile de participer à un dialogue, de suivre la pensée de l'interlocuteur. Plus que d'oublier un mot, ils oublient ce que ce mot représente et signifie. Avec le temps, cela peut mener au mutisme total. La personne cesse alors de parler parce que l'effort de construire la moindre phrase devient pour elle une tâche insurmontable. Attention, ce n'est pas un trouble passager, mais bien la désintégration progressive des centres du langage dans le cerveau. Ces problèmes de communication, qu'on appelle l'aphasie, sont directement liés à la dégradation de certaines zones cruciales du cerveau, les lobes temporaux et frontaux. C'est en effet là que nous trouvons les fameux centres de Wernicke, essentiels pour la compréhension du langage, et de Broca, qui permettent la production de la parole. Quand ces zones se dégradent, tout le système du langage est perturbé. La personne a non seulement du mal à s'exprimer, mais elle ne comprend plus les phrases complexes, les instructions ou même l'humour. Sa communication avec le monde se réduit aux structures les plus basiques.
Imaginez que vous ayez à utiliser un dictionnaire dont la moitié des pages a été arrachée et où, sur les pages restantes, les définitions ont été effacées. Vous voyez le mot, mais vous êtes incapable d'en saisir le sens ou de trouver un synonyme. C'est exactement dans cet état que se trouve le système de communication d'une personne atteinte de démence. C'est pourquoi, lorsque votre proche commence à avoir de sérieuses difficultés à communiquer, il ne s'agit ni de paresse ni d'entêtement. C'est un symptôme direct de la maladie. Prenons un exemple très concret pour que la différence soit bien limpide. Imaginez que deux personnes veulent vous demander un tournevis. La personne ayant de l'oubli banal, elle, va dire « Passe-moi s'il te plaît cette… comment on appelle ça? Le truc pour visser les vis. C'est en métal, avec un manche. Zut alors, le mot m'échappe. » Elle décrit clairement l'objet et sa fonction. Elle est consciente qu'elle a oublié le mot. Sa communication reste efficace, malgré cette difficulté passagère. En revanche, la personne atteinte d'Alzheimer dira plutôt « Donne-moi ça pour faire le travail. Tournez, c'est juste là. » Son discours est taché. Elle utilise des termes généraux, vides de sens, car les mots spécifiques ont disparu de son vocabulaire. Elle ne peut plus décrire l'objet, parce que la connexion entre l'objet, son nom et sa fonction est rompue dans son cerveau. Voilà précisément la différence entre chercher un mot et l'avoir perdu. Passons maintenant au quatrième point essentiel, la qualité de nos décisions. Il nous arrive à tous de temps en temps de faire des erreurs, de prendre de mauvaises décisions. Par exemple, on peut acheter quelque chose de coûteux sur un coup de tête, sous l'effet de l'émotion, et le regretter ensuite. Ou bien, on oublie de payer une facture à temps et on se retrouve avec des frais de retard. C'est la vie, ça fait partie de l'expérience humaine. Après une gaffe pareille, on tire généralement des leçons. On s'organise pour ne pas refaire la même chose. On met par exemple une alarme ou un rappel sur son téléphone pour les échéances importantes. Votre capacité à réfléchir de manière critique et à apprendre de vos erreurs, elle, reste intacte. Ce genre de faute, c'est une simple erreur de jugement, épisodique et tout à fait normale. Elle ne remet pas en question votre bon sens général, ni ne met en péril votre sécurité financière ou personnelle. Vous comprenez parfaitement les conséquences de vos actes, même si parfois vous agissez sur le coup de l'impulsion. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, le tableau est tout à fait différent. Ce ne sont pas des erreurs isolées, mais une dégradation progressive et systématique de la capacité à prendre des décisions appropriées. Cela est lié à l'atteinte des lobes frontaux du cerveau, ceux qui régissent les fonctions dites exécutives, la planification, l'évaluation des risques et le contrôle des impulsions. La personne peut se mettre à dépenser des sommes folles pour des objets inutiles ou devenir facilement la proie d'arnaqueurs, car elle perd son jugement et son sens critique. Elle peut aussi négliger son hygiène corporelle, non pas par paresse, mais parce qu'elle n'arrive plus à saisir l'intérêt ou la nécessité de ses gestes quotidiens. Un autre signe frappant est l'inadéquation vestimentaire. La personne va mettre un manteau d'hiver en pleine canicule ou, à l'inverse, sortir par grand froid en simple chemise. Son cerveau n'est plus capable d'évaluer correctement l'environnement extérieur et de prendre la bonne décision. Ce symptôme est l'un des plus dangereux. Il met directement en péril la sécurité de la personne concernée. Si oublier un nom est simplement désagréable, l'incapacité à déceler une escroquerie ou une arnaque peut, elle, mener à la perte de toutes les économies. De même, si la perte des clés n'est qu'une simple contrariété, le fait d'oublier le gaz allumé ou de laisser la porte d'entrée grande ouverte peut malheureusement mener au drame. Il est fondamental de comprendre qu'il ne s'agit pas ici de simple excentricité ou d'un prétendu ramollissement du cerveau. C'est la manifestation d'une véritable maladie, le résultat de la destruction de cellules dans une zone spécifique du cerveau, le cortex préfrontal. La personne n'est pas de mauvaise volonté, elle n'est plus en mesure d'agir raisonnablement, elle ne peut pas, elle ne choisit pas. Le cerveau perd les outils nécessaires pour analyser la situation et prévoir les conséquences. La personne vit dans l'instant présent, incapable d'établir la chaîne logique de cause à effet.
Par conséquent, un contrôle étroit des finances et une sécurisation de l'environnement domestique deviennent d'une importance capitale dès les stades précoces de la maladie. Pour mieux comprendre, reprenons notre analogie. Imaginez que la prise de décision, c'est comme diriger un navire. Une personne en bonne santé, c'est un capitaine expérimenté. Certes, il peut parfois choisir une trajectoire moins idéale à cause d'une tempête ou du brouillard, mais il a la carte sous les yeux, il sait où il va, et il est capable de corriger le tir. C'est lui qui est aux commandes de son navire. Maintenant, considérons la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle se retrouve sur ce navire, mais sans gouvernail ni carte. Elle se laisse simplement emporter par la dérive. Elle ne peut plus tracer de cap, ni éviter les récifs, car tous les instruments de navigation sont hors service. Cette personne peut alors accomplir des manœuvres totalement chaotiques et dangereuses parce qu'elle n'est plus le capitaine. Elle n'est qu'un simple passager sur un bâtiment hors de contrôle. C'est précisément cette perte totale de maîtrise de sa propre vie et de ses décisions qui marque la différence essentielle entre la maladie et de simples erreurs humaines. Nous abordons maintenant la 5e distinction, souvent la plus subtile et la plus négligée, les changements d'humeur versus les changements de personnalité. La vie de tout un chacun est faite de hauts et de bas. Il est normal que nous soyons irritables à cause d'un souci professionnel, tristes après une dispute avec un proche ou apathiques par simple fatigue. Ce sont des réactions tout à fait normales aux circonstances extérieures. Notre humeur peut fluctuer, mais notre personnalité fondamentale, notre caractère profond, demeure stable. Nous connaissons nos habitudes, nos valeurs et la manière dont nous réagissons au monde. Si vous êtes de nature calme, même face à une situation très stressante, vous chercherez probablement une solution constructive plutôt que de vous laisser emporter par l'émotion. Ces fluctuations d'humeur sont prévisibles et s'expliquent facilement. Elles font partie intégrante d'une vie émotionnelle saine. La maladie d'Alzheimer entraîne des changements de personnalité profonds et souvent inexplicables. Une personne qui a été toute sa vie l'âme de la fête, très sociable, peut soudain devenir très renfermée et apathique. Le conjoint, autrefois calme et équilibré, peut se transformer en quelqu'un de suspicieux, d'anxieux, voire même d'agressif. Ces bouleversements surviennent sans aucune cause extérieure apparente. La personne peut accuser ses proches de vol, simplement parce qu'elle ne se souvient plus où elle a rangé ses affaires. Elle peut aussi plonger dans la dépression ou avoir des crises de peur et d'angoisse sans raison valable. C'est comme si sa personnalité était remplacée. La personne n'est plus elle-même. Cela s'explique par le fait que la maladie ne touche pas seulement les centres de la mémoire, mais aussi le système limbique, responsable de nos émotions et de notre comportement. Attention, ce n'est pas un mauvais caractère soudain. C'est un symptôme direct de la destruction progressive du cerveau. Pourquoi ces changements sont-ils si difficiles à identifier? C'est simple. On a vite fait de les mettre sur le compte d'autre chose. On se dit « Oh, mais c'est l'âge. Papa est devenu un peu ronchon. » Ou « Maman a toujours été un peu anxieuse. » Là, ça s'est juste accentué. Les proches peuvent mettre des années à comprendre qu'il ne s'agit pas de simples traits de caractère, mais bien des manifestations d'une maladie. La situation se complique particulièrement lorsque la personne devient méfiante, voire carrément paranoïaque. Elle peut refuser toute aide, cacher ses difficultés ou même accuser ses proches. Cela engendre une charge émotionnelle considérable pour toute la famille. Il est essentiel de toujours garder à l'esprit que ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais la maladie qui est derrière ces changements. La personne n'a aucun contrôle sur ses émotions. Son cerveau lui envoie des signaux déformés, l'obligeant à percevoir une menace là où elle n'existe pas. Faire preuve de compassion et de compréhension dans ces moments est bien plus efficace que d'essayer de la raisonner ou de lui prouver qu'elle a tort. Terminons cette partie avec une dernière idée reçue. Ce mythe, c'est celui-ci. Ce n'est qu'une dépression, ce n'est pas Alzheimer. En effet, les signes de dépression et d'apathie peuvent ressembler étrangement aux premiers signes de démence. Et, ce qui est important, la dépression est elle-même considérée comme un facteur de risque pour le développement de la maladie d'Alzheimer. Il existe cependant une distinction cruciale. Quand il s'agit d'une dépression primaire,
La personne est généralement inquiète pour sa mémoire et se plaint de son état. Elle va dire « Docteur, j'oublie tout, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». À l'inverse, la personne atteinte d'une démence débutante a souvent tendance à nier ses troubles ou à ne pas les remarquer du tout. C'est ce qu'on appelle l'anosognosie. Si on l'interroge sur sa mémoire, elle peut répondre avec assurance « mais tout va très bien ». Ce sont alors les proches, l'entourage, qui commencent à s'inquiéter et à tirer la sonnette d'alarme. Bien entendu, seul un médecin peut poser un diagnostic précis après un examen approfondi et complet. Mais cette différence dans la perception de son propre trouble reste un marqueur diagnostique essentiel auquel il faut prêter attention. Alors, faisons rapidement le point. Nous avons passé en revue 5 différences essentielles. Premièrement, l'oubli ordinaire, c'est oublier un simple détail. La maladie d'Alzheimer, c'est oublier l'événement complet. Deuxièmement, quand on est juste oublieux, on peut souvent reconstituer le fil de ses pensées. Avec Alzheimer, on peut se perdre dans un lieu pourtant familier. Troisièmement, on cherche ses mots, mais on sait exactement ce qu'on veut dire, tandis qu'avec la maladie, le vocabulaire lui-même est dégradé. Quatrièmement, nous faisons tous des erreurs. Mais dans le cas d'Alzheimer, il s'agit de prises de décisions illogiques et potentiellement dangereuses de manière systématique. Et cinquièmement, notre humeur fluctue selon les circonstances. Mais avec la maladie d'Alzheimer, c'est la personnalité qui est altérée, sans raison apparente. La conclusion essentielle à retenir est celle-ci. Ce ne sont pas les incidents isolés qui comptent, mais la régularité, la fréquence et surtout l'impact de ces symptômes sur la vie quotidienne. Si vous ou vos proches avez remarqué des manifestations systématiques de ce que nous avons discuté aujourd'hui, s'il vous plaît, ne les ignorez pas. Ce n'est pas une raison de paniquer, mais c'est un signal pour consulter un spécialiste, un neurologue ou un gériatre. Un diagnostic précoce ne guérit pas la maladie, mais il permet de ralentir son évolution et d'améliorer considérablement la qualité de vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo essentielle jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions sur la santé du cerveau. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà été confronté, vous ou vos proches, à des situations similaires? Laquelle de ces différences vous a semblé la plus surprenante ou la plus importante? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela peut être d'une grande aide pour beaucoup de monde